Je suis très content d'accueillir Hugo, qui est GTM ingénieur chez Lemlist. Bonjour Hugo. Salut Thomas, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super, super. Trop cool. Content de t'accueillir sur cette vidéo. L'objectif, c'est que déjà tu te présentes et que tu nous expliques ce que tu fais chez Lemlist et ce que fait Lemlist. Et après qu'on aille plus en détail sur quels sont vos process côté vente, marketing et comment vos leads arrivent dans le CRM. On va parler de plein de sujets différents. Donc je te laisse te présenter pour commencer. Bien sûr. Alors moi je travaille pour Lemlist. Lemlist c'est une Sales Engagement Platform, donc ça permet aux commerciaux de gérer toute leur prospection du list building jusqu'au contact de leurs prospects via plusieurs canaux, LinkedIn, email, call, etc. Et donc comme tu l'as dit, moi je suis Go-to-Market Engineer, donc mon travail en fait c'est de maximiser le revenu outbound des sales de Lemlist, donc en leur faisant des campagnes totalement automatisées, évidemment via Lemlist, mais aussi en leur mettant à disposition de la data, des process et tout ce qu'il leur faut pour gérer leur prospection. Le groupe, enfin ça fait très grosse entreprise, mais l'entreprise Lemlist fait en ce moment 50 millions d'ARR avec une croissance entre 2024 et 2025, on a fait 60% de croissance, environ 43 millions pour le produit Lemlist seul. Et oui, sur 3 marchés différents, Europe, France, US, à peu près à 30% chacun, et les 10 derniers pourcents un peu répartis dans le reste du monde. Très bien. Et vous avez fait l'acquisition de Clap aussi, mais on en parlera plus loin dans la vidéo. Du coup, exactement, depuis septembre dernier, Clap a rejoint Lemlist. Donc on a vraiment chez Lemlist des outils pour le sales engagement, donc Lemlist et Clap, et on a des outils plus de personal branding, Taplio pour LinkedIn, Tweetunter pour Twitter. Ok, très bien. Du coup, on va aborder tous ces sujets, donc que ce soit côté Clap sur comment ils ont pu faire la synchro technique au niveau du CRM, et aussi on va parler plutôt de la quantité de leads entrants que vous avez, comment vous gérez ça, vous les distribuez, etc. Carrément. Trop bien. Et du coup, actuellement, chez Lemlist, vous êtes environ combien de personnes pour combien de commerciaux? Ouais, environ, en ce moment, chez Lemlist, on est environ 140, et il y a une équipe de 25 commerciaux AE full stack. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez pas de SDR qui s'occupe que de prendre des rendez-vous, ça veut dire que vous avez que des AE qui s'occupent de A à Z des process de vente. C'est ça, nos AE ils sont vraiment full cycle, du coup ils vont générer leur propre pipe et gérer leur pipe jusqu'au closing. Ok, très bien. J'imagine que ce pipe est rempli de manière différente dans le CRM, donc peut-être qu'on pourra en parler du coup plus en détail après. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement quelles sont toutes les portes d'entrée qui pourraient exister pour ces commerciaux? Pour l'instant, ça peut être très macro au niveau du paid ou de l'outbound que vous avez mis en place chez Lemlist. Est-ce que tu aurais une cartographie de ça? Ouais, c'est ça. En fait, on a 4 principaux canaux pour les commerciaux. On va avoir de la demande de démo en inbound pure. Donc ça, c'est toute notre brand, nos campagnes de paid ads, nos events, etc. On va avoir les partnerships. Donc nos partenaires, les agences CRM comme la tienne, qui peuvent nous apporter du lead. On va avoir les sign-up. On en parlera un peu plus tard, mais on a beaucoup de sign-up sur des essais gratuits qui peuvent être convertis en payant, et on a environ en ce moment 25 à 30% de notre pipe qui vient de l'outbound, donc de la chasse de nos commerciaux. Ok, très bien. Donc l'outbound chez Lemlist fonctionne pour Lemlist. L'outbound fonctionne pour Lemlist, et c'est plutôt rassurant parce que sinon on aura un peu de mal, je pense, à vendre notre produit, mais oui. Ok, très clair. Et du coup, j'imagine qu'en fonction de toutes ces portes d'entrée, déjà, tu as un volume qui est énorme de leads. Tu me partageais peut-être 800 comptes d'essais gratuits par jour. Ouais. Comment vous traitez ça? En fait, c'est énorme. J'imagine que vous ne pouvez pas traiter tout le monde. Est-ce qu'il y a un filtre, un système de score ou de tiering qui existe chez vous? Oui, bien sûr. En fait, on a mis en place un système de tiering parce que comme nos AE sont full cycle, évidemment, nous, on veut les mettre seulement sur les comptes les plus importants et laisser notre funnel PLG, donc Product Led Growth. En fait, c'est quand le client va pouvoir s'inscrire et payer de lui-même pour les plus petits comptes. Donc, en fait, on a 3 tiers de comptes. Le tiers 1, vraiment réservé aux AE, où il va avoir des actions vraiment manuelles de la part des account exécutives. Le tiers 2, qui va quand même être géré par les AE, mais où ça va plus être automatisé par l'équipe growth. Et le tiers 3, où en fait, là, c'est tous les clients qu'on va laisser en self-serve, donc nos plus petits clients qui vont pouvoir être plus autonomes sur la prise de licence. Ok, très clair. Donc si je résume, cet objectif de tiering répond déjà à une problématique de volume. Donc il y a trop de personnes fait qu'on ne peut pas démarcher tout le monde. Et deuxièmement, vous avez besoin d'avoir des critères, vous dire, en fait, j'ai vraiment envie de passer beaucoup de temps à signer ce compte-là en fonction de certains critères. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ces différents critères qui peuvent définir ces
ces 3 tiers? Ouais, bien sûr. Nous, on va avoir 2 principaux critères. Le premier, ça va être le critère géographique. On couvre 3 zones principales en ce moment. C'est la France, l'Europe externise, enfin hors France, et l'Amérique du Nord, donc principalement les US. Donc voilà, pour que le compte soit un tiers 1, il faut qu'il soit dans une de ces régions. Et notre second critère hyper important, c'est le nombre de sales dans l'entreprise, parce que Lemlist Lemlist est un outil utilisé par l'équipe sales. Donc évidemment, le nombre de sales va être un indicateur de la taille du futur deal. Donc pour te donner un peu un ordre d'idée, un compte tier 1 chez nos AE en ce moment, c'est une entreprise entre 25 et 100 sales qui font de l'outbound, donc hors account manager, etc. Ok, très clair. Et du coup, donc ce que tu disais, donc tu as des critères géographiques et aussi de quantité et taille du deal. Ouais. Qu'est-ce qui fait que si on redécoule, on va à l'inverse, se focus rapidement sur tier 3 et tier 2? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas ces informations-là, donc du coup vous les mettez dedans? Ou est-ce qu'il y a des critères d'exclusion, ou c'est aussi en fonction des disponibilités des sales que vous redistribuez dans ces tiers? En fait, on va toujours avoir les informations, parce que c'est des informations, c'est un avantage pour nous, mais c'est des informations disponibles sur LinkedIn notamment. Le tier 3, c'est vraiment, en fait, Lemlist habituellement, enfin pas habituellement, mais à l'origine, s'adressait plutôt aux solo founders, aux équipes growth, etc. Mais les petites équipes qui voulaient lancer la prospection de manière automatisée, ça va plus correspondre maintenant à notre tier 3, parce que c'est des équipes qui vont prendre entre 1 et 3 licences. Et donc, ces équipes n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement sales, d'un outbounding personnalisé, etc. Donc ça va être vraiment notre tier 3. On va pouvoir continuer à les adresser avec des campagnes automatisées, avec du contenu, par exemple, mais on ne veut vraiment pas mettre de ressources sales dessus. Et voilà, donc tier 3, vraiment entre 1 et 3 licences. Tier 2, on va dire entre 3 et 15, et plus de 15, 20 tier 1. Il y a aussi, petite dernière aparté, on a aussi une segmentation en fonction de la tech stack d'entreprise. Si l'entreprise est sur Salesforce Spot, c'est là où on a des grosses intégrations, donc ça va être beaucoup plus intéressant pour nous, parce qu'on va être plus en mesure de vendre quelque chose. Et tout ce qui est un peu habitude avec l'outbound, etc. Ok, très bien. Donc, il y a des critères, comme tu disais, que tu peux récupérer en ligne, donc le nombre de commerciaux, etc. Est-ce que des critères plus techniques, comme par exemple la sales stack, quel CRM est utilisé par l'entreprise, c'est des choses aussi que vous récupérez en ligne en automatique? Oui, c'est assez facile. Le CRM, c'est pas une info très compliquée à récupérer. Après, on va avoir des informations un peu plus profondes. Par exemple, est-ce que l'entreprise utilise déjà une sales engagement platform? Là, on va devoir aller voir les job boards, voir s'il y a des technos cités, etc. Mais le CRM, ça reste une info assez basique à récupérer. Ok, très clair. Et on va rentrer un peu plus dans le technique. Est-ce que, du coup, j'imagine que vous ne faites pas rentrer tout le monde de la même manière dans votre CRM. Vous avez envie aussi de préserver ça, vous dire qu'une personne qui aurait, je sais pas, fait un petit engagement par rapport à une personne qui est plus au niveau du tiers 1 ne va pas avoir du coup la même stack outil, le même parcours. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce système-là, et en commençant du coup par le tiers 3, est-ce que c'est une stack outil qui est du coup en dehors du CRM, cette partie? Alors, nous, on rentre tout dans le CRM. On n'est pas forcément... Enfin, je veux dire, c'est un parti pris. En fait, on va plus tout rentrer dans le CRM et travailler à partir et donner à nos sales des vues très spécifiques. Donc, évidemment, les sales, ils n'arrivent pas le matin, ils n'ont pas accès à toute la donnée, parce que ça, c'est pas forcément utile. Un essai gratuit avec un email Gmail, etc. On va pas mettre un sales dessus. Mais si nous, en fait, on est un peu plus comme... Tout le monde, in fine, peut terminer par acheter. On aime bien tout rentrer dans le CRM. Par contre, ça demande une grosse rigueur et pas mal de workflow et de travail en back-end pour cleaner tout ça, pour pas que ça devienne un petit... j'ai pas le mot, mais voilà, quoi. Faut pas que ça devienne compliqué à gérer. Ok, très clair. Et de toutes ces portes d'entrée, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres outils qui gravitent autour. Donc, votre CRM qui est HubSpot, du coup, on n'en a pas encore précisé. Est-ce qu'il y a des outils comme Clay ou Cargo qui viennent faire le lien entre ces portes d'entrée et les mettre dans le CRM, ou c'est quelque chose qui est assez fluide à ce niveau-là? Ouais, bien sûr. En fait, on n'a
pas mal d'outils dans notre tech stack. On va avoir un outil de lead routing pour les demandes entrantes. Donc, on utilise Default. Voilà, c'est un outil qui permet de router le lead au bon sales en fonction de sa géo, de son besoin, etc. On va utiliser Clé en plus de Lemlist pour certains besoins, notamment. Enfin, Clé et Nuiten, en fait, je les mets un peu sur les mêmes besoins quand on récupère de la data sur un webhook, etc. Ça va permettre de construire un flow de routing facile vers le CRM ou vers la liste. Et évidemment, pour tout ce qui est prospection outbound, construction de liste, etc., sera la liste. Ok, très clair. Donc, du coup, tu as deux notions. Tu as premièrement cette envie de tout faire entrer dans ton CRM, et après, peut-être, en fonction de tes tiering, tu vas les pousser vers d'autres outils. Peut-être qu'on en reviendra plus tard. Ouais, exactement. En fait, on va pousser principalement vers la liste. En fait, toute la partie outreach, que ça soit automatisé de mon côté ou plus semi-manuel du côté des sales, va être faite via l'Emlist, mais avec une vision CRM first pour les sales. Du coup, en fait, les sales ne vont pas forcément aller beaucoup sur l'Emlist. Nous, on développe un peu le work from CRM pour nos sales. Du coup, plus un système de tâches. On pourra en parler aller plus dans le détail après, mais vraiment... en fait, les tâches sont orchestrées par l'Emlist et le sales derrière traite tout depuis HubSpot avec l'extension l'Emlist. Ok, très clair. Donc, si on résume, tier 3, tier 2, c'est quelque chose qui va être plus en self-care ou en product-led growth, même si du tier 2, il peut avoir de l'attribution commerciaux. Et tu m'as partagé à l'instant donc que tier 1, vous avez un objectif de traiter le maximum de leads qui rentrent dans ce tiering. Et vous avez du coup des process qui sont soit dans HubSpot ou alors qui sortent aussi d'HubSpot avec une tech côté Lemlist. Ouais, c'est ça. En fait, l'important, c'est vraiment de pouvoir identifier ces tier 1 dans HubSpot, à la fois pour nous et pour le sales. Et derrière, tout ce qui va automatiser soit les tâches manuelles du sales, soit de l'outreach automatisé, va être fait depuis Lemlist. Mais en fait, on réceptionne l'info dans HubSpot. Est-ce que c'est un tier 1 sign-up? Est-ce que c'est une demande de démo, etc. Et après, ça va aller sur les bons segments dans l'Emlist qui va faire l'action adéquate. Ok, très clair. Et du coup, revenons sur le sujet des sign-up, parce que vous avez quand même une quantité qui est assez folle chez Lemlist. Je sais que c'est très courant. Il y a des entreprises comme Dux, Penny Lane, Collecto qui ont énormément de sign-up par jour, par mois. Et du coup, on n'a pas le temps de traiter tout le monde. Est-ce que tu peux nous décrire plus en détail, du coup, avec ce schéma aussi, quels sont les critères pour ces sign-up, quelles sont les actions aussi pour les commerciaux, votre scoring, etc. Comment ça marche? Oui, bien sûr. Donc, comme précisé avant, on a entre 600 et 900 sign-up par jour. Donc, évidemment, c'est hyper important pour nous de les scorer, de les enrichir et de les router au bon sales s'il faut les router à un sales ou alors vers une action automatique. Donc, en fait, vraiment, la première base, ça va être filtrer et enrichir les sign-up. Les sign-up, quand il y a une inscription sur l'Emlist, on va poser des questions. Dans quel pôle vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes un sales manager, un ops, un sales, etc. Combien de sales sont présents dans votre entreprise? Donc, toutes ces questions vont nous permettre de faire un premier filtre. Après, ça reste que du déclaratif. Le déclaratif, c'est pas toujours le plus précis. Donc, on va rajouter un système d'enrichissement j'ai précisé avant, mais nos deux principaux critères, c'est la géo et le nombre de sales. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher. Dans quel pays se trouvent les headquarters de l'entreprise et quel est le nombre de sales dans l'entreprise. Et ça va nous permettre de générer un scoring. Donc, on va scorer en fonction des 3 grands tiers qu'on a vus précédemment. Et tout ce qui est tier 1 va pouvoir aller à un account exécutif en fonction de la géo, donc nos 3 grandes géos, Europe, France et US. Ok. Ok, très clair. Et sur cette partie du coup enrichissement, vous avez les données qui sont déjà dans les formulaires de Lemlist. Est-ce que vous allez chercher d'autres infos dans d'autres outils? Vous utilisez quoi comme stack sur ce côté-là? Oui, bien sûr. Alors, donc on a les infos du formulaire. Après, on va aller chercher les données sur LinkedIn. Moi, j'ai de la chance, je travaille pour Lemlist. Lemlist, une de nos features, c'est la database LinkedIn. Donc, évidemment, je vais aller piocher dans cette database pour pas me rajouter des coûts d'enrichissement qui sont inutiles. Donc, en fait, on peut le voir peut-être. Je vais montrer rapidement ça. Donc, on peut le voir ici, mais en fait, j'ai toute la donnée LinkedIn sur un data warehouse, sur BigQuery. Et donc, moi, je vais générer une requête pour chaque sign-up afin de l'enrichir proprement.
Ok, très clair. Donc la beauté de l'Emlist fait que vous utilisez aussi votre propre outil pour aller récupérer de la data Exactement, pour ouais. vendre votre outil Ouais, Lemlist. parce que Ok. sinon ça nous coûterait un petit peu cher en enrichissement si on passait par un clé ou par un autre provider. Ok, très clair. Donc si on revient sur ce sujet, donc vous utilisez un outil qui est N8N, c'est ça? Ouais, Ok. le flow global est construit sur N8N. Ok, très clair. Donc, vous avez cette partie, donc tout rentre dans HubSpot. Vous allez aussi enrichir avec votre base de données Lemlist certaines informations. Et c'est ce qui te permet de faire l'étape 3 que tu présentais juste avant sur le scoring et comment je donne tel ou tel lead ou tel lead à mes commerciaux. J'ai une autre question qui me vient, c'est est-ce que vous fonctionnez sur un système de account base ou de contact base? Donc, est-ce que chez Lemlist, c'est plus pertinent de vendre à des entreprises, donc des structures, ou peut-être à des contacts dans le cas de plus petites entreprises? Comment vous Bien faites le sûr. parti pris? Nous, on va plus avoir un système account-based Ok. parce que en fait, on veut, même si par exemple les sign-up, en fait, c'est un signal qui est quand même plus contact-based parce que c'est un contact qui est sign-up. En fait, quand on va assigner une inscription, donc un sign-up à un sales, en fait, on va lui assigner tout compte. Ok. Et c'est au sales d'aller travailler. Si la personne qui s'est inscrite sur l'Emlist ne lui répond pas, en fait, aller chercher quelqu'un d'un autre département ou au-dessus, etc. Donc, les sales vraiment travaillent travaillent le compte le plus complet. Et en fait, le sign-up va déclencher forcément un life cycle sur contact base, mais du coup, on va le déclencher sur la compagnie pour que le sales puisse s'y retrouver dans le CRM. Très clair. Et tu as un exemple concret de si mon contact ne me répond pas, comment importer d'autres contacts qui sont dans cette même entreprise, mais qui font aussi partie de mon ICP? Ouais. Est-ce que vous avez un module précis sur... Ouais, en fait, là, ça va plus être de l'account mapping Ok. côté sales. Du coup, le sales, il a un contact. Le contact ne répond pas à ses sollicitations. Il va pouvoir aller directement sur LinkedIn et avec l'extension Lemlist, il va aller sur le LinkedIn de l'entreprise et ajouter dans des campagnes Ok. toutes les personnes qui l'intéressent directement. Très clair. Donc voilà, c'est un process assez manuel, mais comme en fait on filtre vraiment en amont les sign-up, c'est fait que sur des entreprises qui valent vraiment le coup. Mhm. Forcément, c'est un signal très important pour nous, une personne qui s'inscrit sur notre plateforme. Et tu as un nombre précis ou en moyenne d'entreprises que gère chaque commercial par mois, par trimestre? C'est une bonne question, ça dépend un peu de la géographie. Par exemple, en France, ils vont en avoir un petit peu moins parce que tu as 5 commerciaux sur la France, donc forcément, ils vont en avoir moins que les 5 commerciaux sur le marché US où il y a beaucoup plus de sign-up, mais c'est environ, en France, on peut dire environ 5-6 sign-up par sales par semaine, Ok. et aux US, ça va plus être dans la 10-15aine. Ok, très clair. Voilà, donc en fait, ça leur laisse le temps de quand même faire une approche personnalisée et qualitative. Ils ne croulent pas sous les demandes, enfin sous les tâches. Ok. Et d'un point de vue technique, je sais qu'il y a toujours ce sujet de est-ce que je dois créer une transaction dès que j'ai un rendez-vous ou est-ce que je dois créer une transaction plus tard quand j'ai vraiment je suis en phase de négo, etc. Vous avez pris quel parti pris chez Lemlist d'un point de vue juste technique dans le spot? Ouais, on crée dès le premier rendez-vous. Okay. Dès que le rendez-vous est posé dans l'agenda, on va créer on va créer la transaction. Ok, très clair. Donc, ce qui veut dire que tu peux avoir dès le premier rendez-vous des sujets no-show que tu vas passer en Lost ou... Bien sûr. Sur les sign-up, on en a très peu, pour être honnête. Mais en outbound plus classique, en effet, ça peut arriver. Mais en fait, nous, la création de transactions va permettre l'arrêt de toutes les séquences Lemlist, automatisées ou non, qui tournent à la fois sur le contact, mais sur l'entreprise aussi. Donc, c'est important. Voilà, si on a un rendez-vous avec Persona A, on n'a plus envie de contacter Persona B qui dans la même entreprise, qui est potentiellement dans une autre campagne ou autre. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que déjà, vous avez un sujet d'alignement des objets qui doit être au millimètre près très qualitatif. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un contact et lié à une transaction, alors je stoppe mon entreprise, mais aussi tous ces contacts qui sont liés à l'entreprise. Ouais, exactement. Ouais. Ok, donc tu m'as dit qu'il y avait plusieurs données qui allaient donner plusieurs scores. Est-ce que donc tu as une démo ici, une capture d'écran de vos workflows? Est-ce que tu peux nous expliquer à peu près comment ça marche? J'imagine que c'est des workflows classiques en fonction d'un critère A, alors j'attribue un score A. Et aussi, si on dézoome, qu'est-ce qui vous considérez comme étant MQL, sachant que vous avez vraiment beaucoup de leads entrants aussi, et comment vous faites la suite dans le spot techniquement? Ouais, c'est ça. Alors, le workflow, là, c'est un workflow de scoring et de routing. Oui. Donc, nous, notre scoring et routing est fait 100% dans le spot parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'assignation de contacts hors spot.
Donc, le scoring, c'est très classique, le système de scoring de spot. Voilà, en fonction des propriétés, ça met un score ou ça ajoute ou ça enlève des points. Et le routing sera fait de manière géographique. Très simple, on a des sales en France. En Europe, c'est vraiment par pays, UK, DAR, etc. Et US, c'est US. Donc, routing plutôt très efficace. Très clair. Et du coup, tu fais ton fil de score et après routing, ou à l'inverse, tu files déjà qui est responsable de tel et tel géographique, et après tu fais un score qui est spécifique aussi sur ces zones géographiques. Non, notre score est ISO sur toutes les zones Ok. géographiques. On n'est pas encore allé dans ce détail d'adapter le score par géo. Du coup, on score et après on route. Et aussi, rappelle, du coup, l'avantage du scoring, l'objectif, c'est pas de se dire que on traite que les leads qui ont plus de X points, c'est juste de faire un filtre et de se dire que, en fait, montrez-moi ceux qui ont plus de points et je pourrais taper les commerciaux pourront piocher dans ceux qui ont plus de points, et peut-être en fonction des semaines, des temporalités aussi de vos events, vous allez avoir des scores qui sont très élevés ou des fois des scores qui sont plus faibles, et ça fait quand même priorisation, et c'est ça le plus important. Ouais, bien sûr. Par exemple, on a beaucoup de campagnes suite à un webinar. On fait un webinar par semaine en ce moment. Donc, forcément, les personnes qui ont participé à un webinar vont avoir un score boosté sur 5 jours, il me semble. En fait, le scoring va également servir vraiment de filtre pour toutes les entreprises qui nous intéressent vraiment pas, les entreprises B2C qui n'ont pas fait de prospection, les entreprises qui ont des grosses entreprises, mais qui n'ont pas forcément des équipes sales très développées, etc. quoi. Donc, ça sert vraiment le sales, et le sales n'obtient que des entreprises avec un minimum d'intérêt. Ok, très clair. Et on n'en a pas parlé, mais c'est un bon exemple sur le webinaire. Est-ce que vous avez un système sur le temps de réponse? J'ai telle personne de tel critère d'entreprise qui a fait une sign-up, je sais que je dois le contacter dans les 3 jours, 3 heures ou 3 minutes, en fonction de vos dispos. Ouais, on n'a pas un système, nous on n'a pas un système gravé dans le marbre, surtout que comme nos AE sont full cycle, en fait, ils n'ont pas forcément le temps de contacter dans l'heure une personne qui s'inscrit, mais on a une sorte de SLA entre l'équipe market et l'équipe sales. Du coup, un sign-up doit être contacté dans la journée, ou la journée suivante, si c'est un sign-up fait à 22h, on ne fait pas encore bosser nos sales la nuit. Et pour un webinar, c'est dans les 5 jours, et on traite avec les sales leads. En fait, dès qu'on a un sign-up, un webinar qui est assigné, on a une tâche. En fait, on va pouvoir traiter la complétion des tâches sur un temps donné. Ok, très clair. Et il y a un sujet aussi, j'imagine, de commission. Est-ce que vous avez ce sujet sur le délai de réponse, ou c'est plus, en tout cas, sur la prise de rendez-vous ou la signature chez l'analyste? Ouais, nous, c'est que sur la signature. Okay. En fait, ça va être un pourcentage de l'ARR généré, et ça va varier en fonction du canal d'acquisition du prospect. Une signature inbound ramènera un petit peu moins de commission qu'une signature en outbound. Forcément, c'est plus compliqué à aller chercher. Ok. Donc, sourcing, tiering et comment tu dis? Routing. Sourcing et routing te permettent de distribuer tes contacts, ou tes comptes plutôt, dans le cas de l'analyste, à tes commerciaux. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Est-ce qu'il y a des systèmes automatiques, des messages qui partent en fonction des canaux, etc., que tu peux nous présenter, du coup, peut-être en utilisant votre propre outil analyste? Ouais, bien sûr. Donc, nous, ce qui va être important, c'est d'aller chercher le prospect sur le plus de canaux possible. Comme c'est un sign-up tier 1, c'est vraiment quelque chose de très, très chaud chez nous. Donc, on va automatiser une partie des canaux, semi-automatiser, parce que le sales souvent change lui-même le message, etc., pour avoir quelque chose de très personnalisé. Mais donc, on va avoir des emails et des messages LinkedIn qui vont partir, et également des tâches d'appel. Parce qu'au final, beaucoup de choses se fait directement par l'appel, c'est plus direct et c'est plus rapide des fois pour le sales. Donc voilà, donc quand le lead est routé, est scoré et routé vers le sales, on a toute une campagne multicanal qui s'active. Ok, très clair. Et tu nous montres, du coup, ça c'est un exemple de campagne. Ouais. Si on découle à peu près sur chaque petit bloc, on commence d'abord avec le canal, j'imagine, le plus connu, qui est l'email. Ouais. Il se passe quoi ensuite? Quelles sont les conditions pour que les commerciaux commencent à démarcher par téléphone ou sur d'autres canaux? En fait, on commence toujours par l'email, parce que l'email, c'est là où on peut envoyer le plus de volume, et ça ne demande pas forcément du temps au sales. Donc en fait, même si le sales n'a pas le temps d'appeler sur la demi-journée le lead va recevoir un email au minimum. Après, forcément, on va pousser l'appel si on trouve le numéro de téléphone du prospect, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on ne le demande pas sur le formulaire de sign-up. Si on le trouve, il va y avoir des tâches d'appel en plus du LinkedIn. Si on ne le trouve pas, il va y avoir que du LinkedIn.
Ok. Et sujet important, avoir des formes à rallonge peut aussi diminuer ton taux de conversion, donc c'est important de ne pas toujours demander un maximum d'informations. Comme tu disais en début de vidéo, il y a des informations comme le nombre de commerciales, la zone géographique qui sont disponibles en ligne, donc je préfère peut-être plus choper une adresse email précise pour sauvegarder, entre guillemets, ce lead, et après aller enrichir les informations qui peuvent me manquer. Exactement. Après, on va quand même. En fait, le form sert aussi un peu de filtrage pour ne pas avoir n'importe qui Mm. qui va s'inscrire. Et en fait, même si le nombre de commerciaux est disponible en ligne, on va quand même le demander parce que potentiellement, en fait, tu peux avoir quelqu'un chez, par exemple, on a Uber en client. Tous les commerciaux Uber ne sont pas clients Lemlist, mais en fait, c'est une équipe chez Uber. Donc, ça donne à peu près, si la personne est chez Uber et dit, bah, il y a entre 6 et 10 commerciaux chez moi, on sait qu'elle parle de sa BU ou de son Mm. équipe personnel. Du coup, ça va permettre aussi de router plus efficacement. Le déclaratif doit être lié en fait à l'enrichissement. Très clair. Du coup, j'imagine que, aussi de ce que tu me disais sur l'exemple de Uber, à l'avenir, donc ça c'est peut-être plus sur les process de renew, si vous savez que vous avez signé, je sais pas, une équipe de 50 sales sur les 1000 commerciaux qui existent dans une entreprise, vous avez peut-être des process derrière sur, ah, ok, j'ai envie vraiment d'équiper 100% de ces équipes, Bien ça vient sûr. peut-être... Bien sûr, en fait, on a une équipe CAM par la suite qui une fois la signature effectuée dans l'équipe sales, ça va être envoyé chez les CAM et donc CAM qui est account manager qui vont s'occuper des renews des contrats, de l'expansion et aussi du cross-sell, puisque maintenant on ne vend plus que l'Emlist, on vend également Clap, notre outil de recording, et c'est géré par la même équipe, sales et CAM. Donc voilà, on a beaucoup d'actions. Une fois le contrat signé, on a beaucoup d'actions à effectuer. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, tu ouvres peut-être qu'un dixième du CA potentiel avec l'entreprise et tu as envie de lui vendre soit un autre outil, soit d'ouvrir avec plus d'équipes et augmenter votre chiffre d'affaires. Exactement. Et puis, en fait, une entreprise avec beaucoup de commerciaux, avec des équipes de 100, 150 commerciaux, ils vont aimer faire un POC avant. Donc, potentiellement, mettre l'Emlist sur une équipe de 15 BDR sur la région Nordiques, par exemple. Et ils voient que ça fonctionne bien, ils l'ouvrent, mais ils l'ouvrent à tout le monde. Mais voilà, donc c'est important d'y aller par étapes également. Et du coup, autre sujet sur le multiproduit ou quel est le chiffre d'affaires total potentiel que je peux aller chercher par entreprise. J'ai vu un post LinkedIn récemment qui expliquait que depuis le rachat de Clap, vous avez forcément mélangé vos deux bases de données, donc ça fait un pic d'activité ou de MRR, peu importe pour n'importe quelle solution. Clap, quand même, je pense, bénéficie beaucoup plus de l'aura de Nemlist. Comment vous avez géré ce sujet-là? Donc, premièrement, sujet de comment je fais mon merge des deux entreprises techniquement dans le CRM. Ouais, carrément. Bon, en fait, je pense avant de s'attaquer au merge du CRM, le premier sujet, c'est comment on répartit entre guillemets, quel motion go-to-market on va mettre sur les deux sujets. Donc, est-ce qu'on recrute des sales spécifiquement pour Clap, une équipe marketing pour Clap, etc. Nous, on s'est dit, OK, on va apprendre à nos sales à vendre les deux produits. Comme ça, les opportunités de cross-sell se feront beaucoup plus simplement. Donc, on a traîné toute l'équipe sales Lemlist sur Clap grâce à Pierre, le cofondateur Clap côté business qui a très bien fait ça. Forcément, qui dit une équipe sales sur deux produits, dit un CRM. On ne va pas mettre nos sales sur deux CRM. Donc, on a ramené la donnée Clap sur notre CRM et maintenant, on gère tout sur un pipeline. On n'a même pas deux pipes différents. On a un pipe avec deux produits différents. Donc, pour notre pipe, c'est directement visible si c'est pour Lemlist, pour Clap ou pour les deux. Ok. Voilà. Et l'équipe growth/marketing est également responsable des deux projets. Moi, par exemple, j'ai un jour par semaine dédié à Clap. Très clair. Et j'imagine du coup, techniquement, très simple, sur vos transactions, c'est un menu déroulant qui peut-être. C'est exactement, on a une propriété product qui est Lemlist au Clap. Ou les deux. Ou les deux, ouais. Donc plusieurs cases à cocher. Et autre sujet, du coup, comment vous avez fait pour aller piocher dans vos anciens clients Lemlist ou les anciens clients Clap? Comment vous faites ce merge? Est-ce que c'est un nouveau pipeline renew? Techniquement, comment vous avez fait ce gros one-shot depuis l'achat? C'est encore en cours. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'est fait sur un mois, etc. En fait, c'est du traitement manuel. On va comparer les deux bases. On va mettre en place des campagnes. OK, Clap qui peut aller vers Lemlist, qui est quand même un peu plus dur, mais surtout client Lemlist qui peut aller vers Clap parce qu'on va développer de plus en plus de features conjointes. Donc, ça va être de plus en plus intéressant. Pour les gros clients, c'est géré côté CAM. Pour les plus petits clients, ça peut être le sales qui peut refaire une nouvelle vente, donc il peut ouvrir un nouveau deal. Voilà, le sales a vendu Lemlist il y a 6-8 mois, il peut revenir pour Clap sur une toute nouvelle vente. Très clair.
On va parler aussi d'un sujet qui intéresse beaucoup d'autres SaaS ou d'autres entreprises françaises, c'est l'implémentation sur le marché aux US, ou en tout cas le développement sur ce marché. Il y avait un gros contexte au départ, c'est Guillaume, je crois, qui a créé beaucoup de contenu en anglais, ce qui a fait que, en fait, il n'a pas pensé son SaaS France en premier, mais plus côté monde. Comment vous, techniquement, comment ça se traduit? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas du coup les mêmes process outbound en fonction de chaque marché. Je sais que par exemple en Allemagne, ce sujet-là est un peu plus compliqué. Comment techniquement ça s'est traduit du coup pour les équipes de Lemlist dès le début? Alors, Lemlist, historiquement, a toujours fait un tiers de son revenu aux US. En fait, c'est un tiers US, un tiers Europe, un tiers France. Donc voilà, c'est à peu près bien segmenté. Donc les US, ça a toujours été important pour nous. Côté US, là, Lemlist a fait un pivot de marché. On s'adressait, comme j'ai dit un peu précédemment, plus aux solo founders, équipe growth à l'époque. Maintenant, on s'intéresse plus aux grosses sales team. Ce pivot, il se fait un peu plus lentement sur les US parce que sur les US, il y a des sales engagement platforms qui sont très, très bien installés depuis des années, des sales loft outreach, etc. Donc, c'est un petit peu plus dur d'aller les voir. Et faire de la vente sales-led aux US quand on est une boîte française, c'est pas le plus facile. Donc, la première chose, c'était de recruter des sales US. Okay. Voilà, c'est totalement, je trouve, inconcevable de dire on est en France, on est à Paris, on va aller vendre à des boîtes à New York, à l'ASF, même en dehors de la time zone. Enfin, c'est des méthodes de vente différentes, etc. Donc, c'est important de s'adapter au pays avec des gens qui connaissent le marché. La seconde chose, c'est qu'on fait beaucoup plus d'outbound. On a moins de demandes entrantes purement tiers 1 aux US. On en a un petit peu moins par 16, donc on va faire plus d'outbound. Plus de calls. L'outbound aux US, c'est un jeu un petit peu plus de volume. Voilà, chez Lemlist, on n'est pas du tout partisan d'envoyer des dizaines d'emails par semaine, des dizaines de milliers d'emails par semaine, mais c'est important de prendre en compte que un email va avoir un petit peu moins de reach aux US, il va falloir faire un petit peu plus de calls pour avoir une personne au téléphone. Donc, en fait, on va avoir une infrastructure d'email et de domaine plus élevée aux US pour envoyer un petit peu plus de volume. On va faire plus de calls. Du coup, nos 16 US sont un parallèle dialer pour avoir plus de personnes au téléphone, car notre connected rate est un peu plus faible. Et voilà, en fait, on a adapté toute notre motion GTM pour le marché US. Sachant que là, on s'est rendu compte que même d'un point de vue, en fait, on a recruté une équipe sales US, mais même côté marketing, en fait, il faut quelqu'un sur place. Donc, on est en train de recruter un growth lead US qui va pouvoir faire un petit peu plus d'event, etc. En fait, c'est dur d'arriver sur un segment sales-led aux US avec aucune présence sur place, que ce soit en SAMON, dans les différents events, etc. Très clair. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent à avoir ce funnel de, sur tout ce que j'ai signé, qu'est-ce qui vient de l'inbound et l'outbound. Ouais. Ça va être en tout cas très différent de se dire que sur le marché européen, ou en tout cas surtout sur le marché français, les signatures peuvent arriver beaucoup plus vite, et en tout cas on a beaucoup de demandes entrantes, et sur un marché qui est du coup qu'on connaît moins, US, il va falloir du coup plus taper dans le dur, et ce que tu dis c'est, du coup la définition c'est vraiment plus de volume, plus d'appels avant d'avoir des gens. Bah en fait, oui, ton marché adressable total est beaucoup plus grand sur les US, donc tu peux faire plus de volume, ça te permet aussi... Je discutais avec l'équipe Growth de Pigment la dernière fois, qui ont un peu le même sujet. Enfin, ils sont très US focus. Et en fait, on se rejoignait un peu sur le fait que ça te permet beaucoup plus de créativité. En fait, tu vas pas cramer ton marché adressable aux US en 2-3 campagnes outbound. Donc, on peut lancer beaucoup de choses, on peut tester beaucoup de choses. Honnêtement, les US, en tant que growth, moi, j'ai toujours été principalement sur le marché européen au global. Les US, c'est vraiment un terrain de jeu très cool. Il faut vraiment sortir un peu des sentiers battus, accepter de faire plus de travail en règle générale. Mais ouais, c'est pas impossible pour une boîte française d'aller aux US. C'est pas non plus, ça nécessite pas non plus forcément d'ouvrir des bureaux aux US tout de suite, etc. On peut avoir une très belle traction de loin, avec notamment des équipes un petit peu sur place. Ok. Donc en remote. Enfin, je dis, on n'a pas de bureau US parce que nos équipes sur place sont en remote. Ok, très bien. Et techniquement, du coup, la stack outil, est-ce que c'est la même sur ce marché US ou il y a des choses qui changent? Niveau enrichissement, ça va être la même parce que Lemlist est quand même un produit conçu pour les US. Donc, notre waterfall, dans notre waterfall d'enrichissement, on a direct mis beaucoup de providers qui sont très efficaces aux US. Il faut savoir que les providers, souvent, sont efficaces sur une zone donnée, mais pas sur toutes. Et donc, le waterfall, ça permet d'avoir vraiment, d'être efficace sur plusieurs zones géographiques avec le même outil. La seule chose qui va vraiment changer, c'est le dialer. Donc, en Europe et en France, nos équipes sont sur le dialer Lemlist, c'est notre dialer intégré.
On n'a pas encore parlé de Dialer, du coup on utilise un outil qui s'appelle Trelus, très bon outil sur les US, avec qui on a développé un partenariat, Lemlist Trelus. Ok. C'est quelque chose qu'on peut voir dans le futur dans les produits Lemlist? Ça arrive potentiellement. Oui, on va continuer de développer notre dialer, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est une grosse demande des équipes sales qui n'ont pas forcément envie de jongler avec 36 outils différents pour en prospection. Mais oui, donc ça peut arriver. Je ne vais pas dire très vite parce que c'est quelque chose pas si facile que ça à construire, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. C'est un sujet. Très bien, merci pour tout ça, Hugo. C'était super clair. C'est toujours important aussi de comprendre que chaque entreprise a ses propres problèmes et propres solutions. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui pourraient se dire que filtrer les leads entrants, c'est pas du tout un sujet parce qu'ils n'en ont pas ou très peu. Mais en tout cas, il y a énormément de SaaS qui ont ce problème-là. Donc, intéressant de voir comment vous faites la répartition et que vous les donnez. Merci pour toutes ces infos. C'était cool de t'avoir sur ce format. Et très bien. Et bonne continuation du coup. Merci, à la prochaine.